Dans quelques instants, il sera avec nous en direct. D'abord, que dit le texte? Il y a 750 milliards d'euros au total, dont 40 pour la France. Camille Collin nous donne le détail. 40 milliards d'euros. Voilà le montant que nous accorde l'Union européenne. Au rang des pays les plus touchés par la crise du coronavirus, la France devrait même faire partie des membres les mieux servis derrière l'Italie et l'Espagne. À quoi va servir cet argent? Investir surtout. Dans la transition écologique d'abord, l'accord trouvé cette nuit impose 30% d'investissement vert. Concrètement, ces 40 milliards pourront aussi financer le développement de nos industries, aider à l'embauche des jeunes et au meilleur fonctionnement de nos hôpitaux. Mais à quel prix? L'opposition conteste l'idée d'une solidarité européenne. On a un accord sur le plan de relance, mais la contrepartie de cet accord, c'est que tous les pays dits frugaux ont gagné le fait que leur contribution au budget communautaire va baisser. Nous avons vu la cupidité, la rapacité des pays de l'Europe du Nord qui ont fait la loi en tout bloquant pendant 4 jours et qui ont obtenu chacun des sommes considérables de rabais de leur cotisation au budget européen. En échange, l'enveloppe européenne accordée à la France nous permettra de financer près de 40% du plan de relance. Il sera présenté fin août en Conseil des ministres. Et le président de la République est donc avec nous en direct. Bonsoir, monsieur le président, et merci de nous répondre, malgré des nuits qui ont été courtes et des négociations âpres. On l'a vu, on l'a dit. C'est vrai que l'Europe, c'est souvent un peu abstrait. On voit beaucoup de négociations, on entend des montants un peu astronomiques, un peu virtuels. Ces 40 milliards, concrètement, dites-nous à quoi vont-ils servir pour les Français? Bonsoir. Alors vous avez raison de dire, l'Europe, ce sont des choses très concrètes et ça va toucher la vie de nos concitoyens, ce qui s'est négocié. D'abord, ça va la toucher par le budget que nous avons négocié sur les 7 prochaines années. Je veux le redire parce qu'au-delà du plan de relance, il y a le budget. Et donc pour nos agriculteurs, c'est essentiel, c'est la politique agricole commune, c'est ce qui nous permet de produire, d'avoir cette souveraineté alimentaire. Nos négociations ont permis de protéger le revenu de nos agriculteurs pendant 7 ans. Et donc les paiements directs qu'ils auront, la garantie de leurs revenus, sera la même. Nous avions peur que le Brexit ait une conséquence et qu'en quelque sorte la sortie du Royaume-Uni conduise à baisser le revenu de nos agriculteurs. Ce ne sera pas le cas. Nous nous sommes battus, nous l'avons maintenu. Ce budget permettra aussi de financer nos régions. La France touche des financements et en particulier pour nos régions ultramarines. Nous nous sommes battus là aussi pour améliorer ce budget et c'est très concret. Et en plus de ce budget européen, sur ces politiques historiques, nous avons lancé aussi des politiques nouvelles qui correspondent à toutes les ambitions que la France a portées, sur le numérique, sur le climat, etc., etc. Et en plus de ce budget, ça a été la spécificité de ce sommet, c'est ce en quoi il est historique, nous avons créé, pour la première fois dans notre histoire, un plan de relance que nous finançons ensemble par un endettement commun sur les marchés. Pour la première fois de son histoire, l'Europe, les pays européens, solidaires, vont emprunter de l'argent pour le répartir entre eux selon les besoins et les priorités. Et votre reportage l'a très bien dit, pour nous, Françaises et Français, cela signifie que nous toucherons 40 milliards d'euros sur ce plan de relance. Justement, ça permettra de financer... Qui va toucher ces 40 milliards d'euros? Nous allons en fait construire notre plan, nous allons construire ce plan de relance avec justement la volonté de financer l'emploi des jeunes, l'Europe nous y aidera, de financer nos petites et moyennes entreprises, nos artisans, nos commerçants, de financer des secteurs, nous avons commencé à le faire comme le tourisme, mais aussi la rénovation thermique des bâtiments, l'Europe nous permettra de le faire, de financer les industries comme l'hydrogène, les batteries électriques, tout ce qui va nous permettre dans le plan de relance de créer de l'emploi dans des secteurs industriels et écologiques, la batterie électrique, l'hydrogène, la rénovation thermique des bâtiments, de créer de l'emploi par la formation de nos plus jeunes comme de celles et ceux qui, tombant au chômage, auront à être reconvertis. L'Europe financera une part importante de ce projet. Et donc la France, par la négociation que nous avons tenue ces 4 derniers jours et 4 dernières nuits, touchera 40 milliards d'euros. Nous sommes le 3e bénéficiaire en Europe de ce plan de relance. Ce qui, selon les travaux faits par le gouvernement à ce stade, correspond à en effet 40% des dépenses qui seront les nôtres. Ça veut dire que cet argent viendra de l'Europe sur notre budget, sans que nous ayons besoin de le financer, ni par notre propre endettement à nous, ni par nos impôts.
Est-ce que la France sera libre, Emmanuel Macron, de disposer de cet argent comme elle le souhaite et de le donner, par exemple, à des grandes entreprises, Air France, Airbus, Renault, ou bien au secteur de la santé, par exemple, pour financer des lits d'hôpitaux, ou bien est-ce qu'un autre pays pourra dire non, pas question, on a un droit de regard sur la façon dont vous en disposez? Alors, nous allons discuter les uns et les autres de nos plans de relance. Et il y a des secteurs qui sont définis dans les critères qui ont été donnés. Mais il n'y a aucun droit de veto. Et ça a été une partie de la discussion. Certains États membres disaient qu'il faut qu'il y ait un droit de veto dans la gouvernance, qu'on puisse bloquer en quelque sorte tel ou tel plan si un État membre ne fait pas suffisamment de réformes ou autre. Ce ne sera pas le cas. Et donc il y a un respect de la souveraineté de chaque État membre, mais il y aura des discussions avec la Commission européenne et les autres États pour qu'on fasse des choses pertinentes entre nous. Tout ce que vous savez citer sera tout à fait possible dans le plan. Financer le soutien à nos entreprises, financer la relance des secteurs les plus stratégiques, financer notre politique de santé, tous ces éléments-là, mais aussi notre culture, le financement de notre politique éducative, financer les nouveaux secteurs créateurs d'emplois, tout ça sera possible dans ce plan de relance. Airbus également, même si ça n'est pas forcément très vert, si j'ose dire. Pardon, je n'ai pas entendu ce que vous... Airbus également, qui est un géant, mais qui n'est pas forcément un secteur très environnemental. Alors on sait qu'il y a une part très importante qui doit être destinée et priorisée pour les investissements verts. Oui, mais Airbus, nous avons commencé dans le plan aéronautique à travailler sur ce sujet en apportant des financements et des garanties. L'État français est déjà intervenu, comme vous le savez. Et avec ces financements et ces garanties, nous avons demandé des conditions. Entre autres, pour améliorer le bilan carbone, en réduisant les vols courts qui peuvent être substitués par un trajet en train. C'est-à-dire que lorsqu'on peut se déplacer en TGV d'une ville à l'autre en France en moins de 2h30, on a demandé justement à Air France de pouvoir réduire les vols. Pour Airbus, qui est l'autre compagnie du secteur aéronautique, là nous avons aussi proposé une aide. Cette aide, elle accompagne un secteur qui est très créateur d'emplois, mais qui par son innovation va devenir plus vert. Et ça c'est important par rapport à votre question. On ne peut pas dire on a une ambition climatique, mais on abandonne tout de ce que nous sommes. Dans les grands secteurs industriels français, il y a l'automobile et il y a l'aéronautique. Ce sont des secteurs qui polluent, c'est tout à fait vrai. Comment on peut réconcilier l'objectif d'emploi et l'objectif écologique? Je ne crois pas qu'on puisse le faire en arrêtant notre économie, c'est-à-dire en ne produisant plus d'avions ou de voitures. D'autres le feront que nous utiliserons. Donc il faut simplement financer ces secteurs pour accélérer leur conversion à une économie qu'on appelle décarbonée. C'est exactement ce que nous avons fait avec Airbus. Pour financer par le plan de relance. Et donc le plan aéronautique que nous avons fait avec Airbus, on a dit on vous aide en trésorerie et on vous aide en capital, si besoin était. Mais premièrement, on vous demande de garder un maximum d'emplois par un accord négocié qu'on abonde. Deuxièmement, on finance l'innovation du secteur pour permettre de réduire les émissions de ce secteur, c'est-à-dire produire plus vite des avions moins polluants et changer progressivement la politique. Monsieur le Président, l'automobile, nous avons fait pareil, oui, en produisant davantage de batteries électriques, en allant plus loin justement sur le véhicule électrique, le véhicule hybride et les véhicules de nouvelle génération qui seront moins polluants. C'est ça le modèle auquel nous croyons. Question très concrète et très importante évidemment pour les Français qui nous regardent. Cet argent, il n'est pas magique, pour reprendre votre expression, il va bien falloir le trouver quelque part. C'est l'Europe qui va payer, nous avez-vous expliqué, mais l'Europe c'est aussi nous. Il y a quelques jours, vous avez dit sur TF1, il n'y aura pas d'impôt nouveau pour la France. Est-ce que vous pouvez dire ce soir, il n'y aura pas non plus d'impôt européen que paieraient évidemment les Français? Alors, je peux vous dire une chose très simple, ce n'est pas le contribuable français qui le paiera. Pourquoi ? Parce que nous nous sommes engagés justement, dans ce même accord, à créer de nouvelles ressources propres. C'est-à-dire de pouvoir, au niveau européen, lever un impôt sur les grandes entreprises et les acteurs internationaux qui ne jouent pas le jeu de nos politiques. Je m'explique. Les 750 milliards d'euros de ce plan de relance vont nous permettre de financer et des prêts et des subventions. Ça a été tout le débat de ces derniers jours. Ces 750 milliards d'euros, c'est une dette que les Européens prennent ensemble. D'abord, c'est très intéressant parce que nous, tous ensemble, nous sommes très solides.
Et donc, par exemple, si je prends les 40 milliards d'euros que la France va toucher, ces 40 milliards d'euros ne seront pas sur notre dette à nous, auprès de l'Europe. Ce remboursement, il se fera comment ? D'abord, l'Europe va commencer à le faire par des intérêts qu'elle n'utilise pas, des sujets techniques que nous avons mis dans ce texte, et surtout, en lissant cette dette dans le temps, elle va progressivement créer des ressources propres qui vont permettre de rembourser au niveau européen ce que nous aurons emprunté sur les marchés. La taxe plastique est déjà une première ressource propre qui permet justement d'inciter les secteurs à moins utiliser le plastique et qui va aller au niveau européen. Et nous allons ensuite, au niveau européen, créer ces taxes sur lesquelles nous nous battons d'ailleurs depuis plusieurs années. Une taxe numérique pour les grands acteurs internationaux du numérique qui aujourd'hui ne payent pas d'impôts. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, nous sommes en train de le faire au niveau français. Nous l'avons décidé, parce que l'Europe tardait à le faire et l'OCDE aussi. Le bon niveau est le niveau européen. Nous sommes en train de convaincre tous nos partenaires. Dans les mois et les années qui viennent, notre but, c'est qu'on ait une vraie taxe numérique pour taxer ces grands acteurs du numérique qui, d'ailleurs, ont fait beaucoup de profits durant la crise et qui ne payent pas la même TVA, les mêmes impôts sur les sociétés que les petites et moyennes entreprises comme les grands groupes français, parfois qu'ils concurrencent. Ça permettra de rembourser cet emprunt européen. Deuxième piste, ce mécanisme carbone aux frontières. Nous demandons à nos entreprises beaucoup d'efforts pour être plus vertes. On met un prix carbone pour que ce changement accélère. Mais lorsque nous importons de l'acier qui vient du bout du monde, qui est fait dans des conditions beaucoup moins vertueuses, il faut pouvoir mettre à nos frontières une taxe qui, en quelque sorte, qui évite une concurrence déloyale et qui fait que cet acier qui viendrait d'Inde, de Chine ou d'ailleurs, il paye la taxe carbone quand il rentre dans nos frontières. Cet impôt européen que nous allons bâtir ensemble, il permettra de rembourser cette dette que nous contractons. Et donc, la force de ce projet, sa nouveauté, c'est précisément que ce n'est pas le contribuable français qui paiera cette dette, ce sont des acteurs, la plupart du temps grandes entreprises internationales, parfois européennes, qui aujourd'hui ne sont pas assez sollicitées et qui vont payer progressivement cette dette par la fiscalité européenne que nous allons bâtir. Et c'est là où tout se tient, c'est là où à la fois nous allons lever aujourd'hui une dette pour financer la transformation de notre économie et répondre à la crise sanitaire, économique et sociale que nous vivons, et que nous allons le financer par la transformation d'une fiscalité européenne qui permet, un, de mieux taxer les acteurs du numérique, et deux, de correspondre à nos objectifs climatiques. Monsieur le Président, sur l'Europe, elle avait failli au début de cette crise, vous l'aviez d'ailleurs dit vous-même, sur différents sujets, notamment les masques ou les frontières. Ces questions, elles sont encore d'actualité aujourd'hui, notamment la question des masques. On a vu tout à l'heure qu'ils seraient gratuits pour les précaires. Est-ce que vous souhaitez que cette mesure soit élargie à l'ensemble de la population dans les jours ou les semaines qui viennent ? Écoutez, je pense que la priorité, c'est d'avoir en effet accès pour toutes les Françaises et tous les Français aux masques. Nous avons répondu par la capacité à produire, à importer, à sécuriser des stocks. Il y a une grande mobilisation de tous les acteurs, publics et privés, que je remercie, pour qu'après le déconfinement, on puisse avoir accès à ces masques. Il était important que tous nos concitoyens y aient accès, que celles et ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter un masque qu'on appelle grand public soient aidés. Ensuite, l'État et le contribuable français n'ont pas vocation à payer des masques gratuitement pour tout le monde, tout le temps. Et donc je pense que ça doit rester une politique sociale. Par contre, notre rôle, nous Françaises, Français, et avec les Européens, c'est de sécuriser, dans la période qui vient, les stocks, la production, qu'il s'agisse des masques grand public, des masques pour nos soignants, mais également des respirateurs, des produits pharmaceutiques dont nous avons besoin, et de notre capacité à produire un vaccin. C'est tout cela aussi dont nous avons parlé, et c'est tout cela que nous travaillons, que nous changeons depuis des semaines et des mois. On a vu aussi, Monsieur le Président, dans ce journal, il y a quelques instants, les difficultés autour des tests, les difficultés d'ailleurs qui sont liées à la politique des frontières, puisque c'est la ruée pour avoir des tests pour pouvoir voyager. On constate d'ailleurs un manque de réciprocité d'un pays à l'autre. Parfois, certains ressortissants français ne sont pas acceptés dans d'autres pays, alors que la France accepte les ressortissants de ces pays. Que faire pour qu'on puisse réaliser davantage de tests et faciliter cette réciprocité ? Écoutez, nous sommes mis en situation de faire de plus en plus de tests dans notre pays. Et là-dessus, nous avons aussi une très bonne coopération entre pays européens. Nous allons continuer en ce sens. Et évidemment, là aussi, nous sécurisons l'ensemble des ingrédients, des organisations, des dispositifs
qui sont nécessaires pour pouvoir tester massivement. Nous allons simplifier aussi l'accès à ces tests pour nos concitoyens en permettant justement, comme je le disais il y a quelques jours, de ne pas forcément aller chez le médecin pour se faire tester, mais de pouvoir, même quand on est asymptomatique, quand on a un doute, le faire. Ensuite, il y a le sujet de la circulation. Entre Européens, nous avons maintenant une bonne organisation, nous avons rouvert l'espace Schengen, nous avons une bonne coopération. C'est très important parce que, je le rappelle, nous avons 350 000 transfrontaliers qui tous les jours font l'aller-retour. La difficulté est ensuite avec des pays hors de l'espace Schengen qui ont parfois d'autres politiques. C'est ce qui nous a amené au cas par cas à fermer certaines frontières. Et donc, nous allons systématiquement regarder la réciprocité. Ce que nous voulons faire, c'est évidemment que nos concitoyens qui parfois sont à l'étranger et veulent rentrer puissent le faire. Que les binationaux puissent circuler quand c'est possible entre ces deux pays. Mais que cela ne menace jamais les conditions sanitaires de notre pays. Réciprocité, obligation de se faire tester quand on le peut dans le pays de départ, test à l'arrivée en France ou politique de suivi et de quatorzaine, comme on dit. Et donc nous serons très rigoureux sur ce point parce qu'on le voit partout en Europe, mais aussi dans le reste du monde, il y a une reprise. Et donc il nous faut être très vigilants. Il y a un autre sujet, Monsieur le Président, qui est lié sans doute aussi indirectement à la question du Covid, c'est le sujet de la sécurité. On vous a assez peu entendu là-dessus. Or, il y a eu des drames, le chauffeur de bus de Bayonne, un pompier qui s'est fait tirer dessus, des incivilités aussi avec des tirs de mortier, des rodéos. Que comptez-vous faire pour en finir avec ça ? Écoutez, là-dessus, je l'ai toujours dit et je le redis avec fermeté, c'est la tolérance zéro. Toute personne qui porte justement l'autorité républicaine, toute personne qui appartient à nos forces de sécurité intérieure ou qui agit pour servir, pompiers, aussi soignants, parce que c'est arrivé dans la période récente, mérite le respect et nous ne tolérerons aucun écart. Le Premier ministre et les ministres compétents se sont déplacés systématiquement, ont aussi dit ce que nous comptions faire. Renforcer les équipements, renforcer les politiques d'accompagnement, mais aussi nous prendrons toutes les dispositions utiles pour que la réponse judiciaire soit rapide et au rendez-vous de ces incivilités. C'est non seulement une réponse immédiate qui est nécessaire, c'est un changement d'état d'esprit profond. Nous ne pouvons pas accepter, et je n'accepterai pas dans notre pays, que ces incivilités deviennent une habitude. La sécurité au quotidien, c'est ce qui garantit l'ordre public, l'ordre républicain, c'est-à-dire la vraie liberté dans notre société. Et donc sur ce point, nous serons intraitables. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour avoir été ce soir en direct. Merci à vous. Ce journal. Mais je veux vous dire, vous savez, je veux juste simplement vous dire sur ce point et tout ce qu'on a échangé, je veux que nos concitoyens mesurent l'importance de ce qui s'est passé durant ces 4 jours et 4 nuits. Nous avons obtenu un accord historique pour notre Europe, avec tout ce qu'on vient de décrire, y compris concrètement. C'est le fruit d'un travail de 3 ans entre la France et l'Allemagne. Et c'est le projet sur lequel les Françaises et les Français m'ont fait confiance. Celui que j'avais promis. Celui ensuite que j'ai présenté en septembre 2017 à la Sorbonne. Celui que nous avons travaillé avec la chancelière Merkel depuis le printemps 2018, qui a donné lieu à un accord franco-allemand le 18 mai, et 2 mois plus tard, qui devient une réalité européenne. Nous nous sommes battus, mais nous l'avons. C'est le moment le plus important de la vie de notre Europe depuis la création de l'euro. Et je veux que ce soir, vraiment, chacune et chacun en ait conscience, parce que ce moment historique, c'est le fruit de notre travail à tous et toutes. Et donc, nous pouvons en être fiers. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour avoir été donc ce soir avec nous en direct. Merci à vous. Actualité.